12 000 logements émergent du sable du nord du Burkina Faso, sans prêts étrangers, sans délais internationaux. En 6 mois seulement, une ville prend forme, alors que près de 2 millions de déplacés internes cherchent encore un abri stable, de l'eau et une projection minimale dans l'avenir. Que signifie, pour ces familles comme pour ceux qui observent de loin, le choix d'Ibrahim Traoré de financer cette reconstruction avec l'or national plutôt qu'avec des dettes venues d'ailleurs? Si l'expérience tient, elle pourrait discrètement changer la manière dont l'Afrique conçoit l'autonomie et la reconstruction. Ce récit fait une promesse claire, et elle est simple: expliquer comment un chantier strictement national peut transformer une crise de déplacement en levier de reconstruction durable, sans recourir aux mécanismes habituels de l'aide internationale. Pour le lecteur, le bénéfice est précis, car il s'agit de comprendre en quelques mots l'enjeu réel d'un modèle qui remplace la dépendance par la maîtrise locale. Mais cette promesse s'accompagne d'enjeux élevés. Si l'expérience échoue, elle laissera derrière elle des infrastructures inachevées, des attentes déçues et une défiance accrue envers les institutions. Si elle réussit, elle pourrait redéfinir les rapports entre habitants, État et territoire dans un pays longtemps structuré par des interventions extérieures. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le pari consiste à considérer la reconstruction non comme une assistance temporaire, mais comme un processus politique et social mesurable ancré dans le quotidien. La tension centrale est là, et elle se lie ainsi: autonomie contre fragilité, vitesse contre durabilité, confiance collective contre risques organisationnels. C'est cette ligne de crête, instable mais décisive, qui guide la suite du récit et conditionne tout ce qui va suivre. 6 mois après la décision initiale, plus de 12 000 logements sont déjà tracés dans le nord du Burkina Faso, là où le terrain était jugé impraticable. En parallèle, près de 2 millions de personnes déplacées internes cherchent toujours un refuge stable, rappelant l'écart vertigineux entre l'ampleur de la crise et la vitesse de la réponse. C'est dans cette tension, volume construit contre masse déracinée, que s'inscrit l'expérience impulsée par Ibrahim Traoré, et c'est elle qui donne sa portée au projet. Pour comprendre, il faut revenir au point de départ. Avant le chantier, des villages vidés par la violence, des villes saturées par l'afflux de familles sans-abri et des camps improvisés formaient le paysage quotidien. Les ONG décrivaient une crise persistante tandis que les institutions internationales multipliaient diagnostics et rapports. Pourtant, malgré l'accumulation d'analyses, une inertie demeurait: la dépendance à des dispositifs extérieurs, souvent lents, fragmentés et inadaptés à un afflux massif. Dans ce contexte, un choix politique a émergé. Les terres reprises aux groupes armés n'ont pas été considérées comme des zones tampons, mais comme des espaces de reconstruction. Ce renversement, simple dans sa formulation, a transformé une carte militaire en carte civique. Le projet de la ville de la Renaissance a alors été conçu comme un chantier strictement national, mobilisant ingénieurs, unité du génie, civil et volontaire dans une coopération continue. Les matériaux sont produits sur place, les briques moulées localement, le métal recyclé et l'or national mobilisé pour financer les fondations plutôt que pour alimenter des circuits financiers extérieurs. À mesure que les premières structures prennent forme, un déplacement plus discret s'opère. Les habitants passent du statut de victime à celui d'acteur. Cette bascule sociale est centrale car elle transforme une réponse humanitaire en dynamique de reconstruction collective. Ainsi, le projet ne se limite pas à des bâtiments alignés sur une carte. Il installe un cadre où la vulnérabilité initiale se convertit en capacité d'agir et où la reconstruction devient un processus partagé, observable et mesurable. Pour saisir la portée réelle du chantier,
Il faut quitter les chiffres et regarder ceux qui le portent physiquement, bien avant les discours officiels. Parmi eux, un ancien agriculteur, déplacé après l'attaque de son village, apprend à manier la truelle sur une ligne de fondation encore humide. Son geste est hésitant puis s'affermit lorsque les ingénieurs du génie lui montrent comment aligner une brique pour qu'elle résiste au temps. Dans ce mouvement simple, il retrouve une fonction, puis une utilité, puis une place sociale. Un peu plus loin, une femme ayant perdu son mari transporte des briques moulées sur place. Elle n'avait jamais travaillé sur un chantier, mais sait désormais reconnaître la bonne densité d'un mélange et la solidité d'un séchage. Pour elle, l'apprentissage n'est pas seulement technique, il marque la sortie d'un statut de victime assignée. Non loin, un adolescent orphelin conduit un petit bulldozer sous supervision, découvrant un avenir qui ne se limite plus à l'errance ou à la peur. Ces trajectoires individuelles produisent des effets précoces. Le chantier devient un espace de réapprentissage social où chacun redécouvre un rôle et un réseau d'entraide minimal. La reconstruction matérielle s'accompagne d'une reconstruction symbolique. Travailler ensemble crée une stabilité avant même que les maisons ne soient terminées. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette dynamique montre que l'impact initial du projet ne se mesure pas seulement en murs dressés, mais en identité réajustée et en confiance retrouvée. En somme, une ville commence à exister quand ses habitants se reconnaissent utiles. La séquence s'ouvre par une décision qui paraît presque anodine, mais qui crée un avant et un après net. Au début de la saison des pluies, les unités du génie reçoivent l'ordre de se mobiliser non pour sécuriser, mais pour construire. Ce glissement opérationnel remplace la logique de patrouille par une logique d'ingénierie. Les bulldozers avancent sur des zones récemment reprises, escortés cette fois par des plans et des calendriers. La transformation est immédiate. Un espace de confrontation devient un espace de projection. Les premiers jours servent à stabiliser le terrain. Des canaux d'évacuation sont creusés pour anticiper les inondations. Les voies d'accès sont nivelées, les points d'eau identifiés. En parallèle, des équipes civiles organisent la production locale de briques et la récupération de métal. Cette phase d'activation est décisive, car elle conditionne tout le reste. Sans maîtrise du sol et des flux, le chantier se fragmente. Ici, la coordination évite l'éparpillement et crée une cadence soutenable. La montée en intensité intervient lorsque le quartier pilote prend forme. Les fondations se succèdent, les structures s'alignent et les premiers modules scolaires sont assemblés à partir de matériaux locaux. Chaque jour, des convois réguliers acheminent outils, ciment, panneaux solaires et équipements de base. La continuité du flux donne au chantier une stabilité rare en période de pluie. Cette régularité alimente la confiance. Les familles dures déplacées commencent à se porter volontaires, non pour attendre, mais pour participer. Un tournant symbolique survient lorsque les premières images aériennes circulent. Des lignes de toits rouges, des colonnes de béton alignées, des réseaux visibles. Ce passage du discret au visible change la dynamique sociale. Le projet cesse d'être une promesse abstraite et devient mesurable. La diaspora relaie ces images, les traduit, les contextualise. L'effet psychologique est sec fort. La reconstruction est désormais tangible et donc crédible. Le point culminant arrive avec l'ouverture de la première école. L'édifice est simple, mais sa charge symbolique est élevée. Des enfants qui vivaient sous des abris précaires entrent dans un espace conçu par leur propre communauté. Une phrase circule alors parmi les habitants, reprise et amplifiée. Naître ici plutôt qu'ailleurs. Cette formulation condense la bascule en cours, du provisoire vers le durable. À partir de là, le chantier se transforme en système. Les ministères synchronisent leurs ressources.
Les compagnies publiques livrent le métal, les ingénieurs finalisent les installations solaires et les agronomes organisent toutes les ceintures agricoles périphériques. Chaque secteur agit dans son périmètre, mais selon un calendrier commun. Dans les casernes, on parle de défense par l'infrastructure. Dans les quartiers, de dignité retrouvée. Au centre de cette séquence, Ibrahim Traoré agit comme catalyseur. Il ne dirige pas les détails techniques, mais fixe une règle constante. Pas de prêts étrangers, pas de sous-traitance internationale. Cette ligne claire empêche l'érosion des objectifs et maintient la cohérence du processus. Les résonances apparaissent rapidement. La visibilité attire des volontaires. La participation renforce la cadence et la cadence nourrit la confiance. Ainsi, l'enchaînement dessine une progression lisible, activation technique, montée collective, puis résonance sociale. La reconstruction ne se contente plus d'avancer. Elle s'installe comme une dynamique partagée capable de se maintenir au-delà de l'impulsion initiale. Le point de départ est clair et lourd, car il s'agit de près de 2 millions de personnes déplacées internes, majoritairement sans accès stable à un logement durable, à l'eau potable et à des services essentiels. Cette donnée mesure l'ampleur sociale du défi avant toute intervention matérielle. Elle rappelle que le Burkina Faso partait d'une situation où l'urgence dominait toute projection à moyen terme et où les dispositifs habituels peinaient à suivre le rythme des besoins. 6 mois après le lancement effectif du chantier, un premier écart devient visible avec plus de 12 000 logements sont construits ou en phase finale, avec accès à l'électricité, à l'eau et à des équipements de base. Pris isolément, ce chiffre peut sembler modeste au regard de la crise globale. Observé sous l'angle du rythme, il change de nature. Il indique une capacité de production continue, maintenue sans prêts internationaux et sans interruption majeure malgré la saison des pluies. En termes simples, il montre que la cadence locale dépasse les attentes formulées dans de nombreux scénarios externes. Un troisième indicateur éclaire la dimension économique du modèle. À travers, plus de 4 000 emplois ont été créés autour du chantier, dont environ la moitié occupés par d'anciens déplacés. Ce chiffre ne renvoie pas seulement à des postes temporaires, il signale un basculement de statut. Le bénéficiaire devient contributeur, la personne assistée devient productrice, l'exclu retrouve une place dans un circuit économique local. Chaque emploi ancre un revenu, mais aussi une compétence et une responsabilité partagée. Pris ensemble, ces trois chiffres forment une chaîne logique. Les logements structurent encore l'espace de vie, les emplois stabilisent les trajectoires individuelles et la masse des déplacés fournit la mesure constante du chemin restant à parcourir. Autour de ces pivots, des infrastructures complémentaires émergent. Écoles, cliniques de proximité, points d'eau et réseaux solaires. Leur rôle est crucial car ils transforment des unités construites en quartiers fonctionnels, capables de durer au-delà de l'effort initial. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la donnée chiffrée n'est pas utilisée comme argument de communication, mais comme outil de pilotage. Le suivi porte moins sur l'accumulation que sur l'évolution. L'écart importe davantage que le total. Une hausse de la participation locale, une baisse progressive de l'exode interne ou une stabilisation des flux économiques deviennent des signaux aussi importants que le nombre de murs dressés. Ainsi, la logique quantitative glisse vers une lecture qualitative. Les chiffres montrent le mouvement, mais leur articulation révèle le sens. Ils indiquent que la reconstruction n'est plus une succession d'urgences, mais un processus mesurable, ajustable et reproductible. La question qui s'impose alors n'est pas seulement combien a été construit, mais jusqu'où cette dynamique peut se maintenir sans soutien extérieur. Deux critiques majeures
reviennent de manière récurrente dans les échanges diplomatiques et les analyses extérieures. La première soutient qu'un projet d'une telle ampleur, mené sans supervision internationale, expose le pays à un risque d'isolement politique. Selon cette lecture, l'absence d'acteurs multilatéraux réduirait la transparence, limiterait les capacités d'audit indépendants et fragiliserait l'absorption de chocs futurs, notamment en cas de contraction des ressources nationales. L'argument est solide. L'aide extérieure sert souvent de filet de sécurité lorsque les équilibres budgétaires se tendent. La seconde critique vise la dimension militaire du chantier. Pour ses détracteurs, une reconstruction coordonnée par le génie pourrait masquer une centralisation accrue du pouvoir. Le risque évoqué est celui d'un modèle vertical, où la participation communautaire ne serait qu'un habillage narratif. Dans cette hypothèse, la ville deviendrait un outil de contrôle plutôt qu'un espace d'autonomie, et l'État renforcerait sa mainmise sous couvert d'efficacité. Ces objections méritent d'être prises au sérieux, car elles touchent au point de rupture classique des projets de reconstruction. Pourtant, plusieurs éléments issus du terrain nuancent fortement ces scénarios. D'abord, la gouvernance locale repose sur des conseils de quartier élus, intégrant femmes, jeunes et anciens déplacés. Ces instances décident publiquement des priorités immédiates: emplacement des écoles, gestion de l'eau, organisation des espaces communs. Les décisions sont débattues à main levée, sans transmission hiérarchique opaque. Ensuite, et les audits financiers relèvent d'institutions nationales indépendantes, notamment la Cour des comptes. Les flux sont limités aux revenus miniers et au budget public, sans intermédiaires étrangers. Cette traçabilité réduit certaines zones d'ombre souvent associées aux grandes opérations humanitaires, où la multiplicité des acteurs complique le suivi. Enfin, l'observation quotidienne montre une dynamique inverse à celle redoutée: la participation massive des habitants à la maintenance des infrastructures limite les risques de captation autoritaire. Un espace entièrement contrôlé par l'État suscite rarement un tel engagement continu. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le modèle semble donc moins reposer sur la centralisation que sur une responsabilité partagée, où l'État fixe le cadre et la communauté en assure la vitalité. La tension demeure, mais elle se déplace. Le débat n'oppose plus autonomie et contrôle, mais capacité collective et endurance institutionnelle. Au cœur du chantier, cette idée circule d'abord comme une formule, puis s'impose comme un principe opératoire. Elle est reprise publiquement par Ibrahim Traoré et marque un basculement conceptuel. La construction n'est plus seulement une réponse humanitaire, elle devient une stratégie de stabilisation. Chaque toit posé réduit la vulnérabilité collective plus sûrement qu'un dispositif sécuritaire isolé. Le projet change alors d'échelle, non par son volume, mais par sa fonction. À partir de ce point médian, la dynamique locale se transforme. Les quartiers ne sont plus perçus comme des alignements de logements, mais comme des unités vivantes capables d'absorber des populations déplacées tout en recréant un tissu social continu. Les ingénieurs parlent ici de respiration urbaine pour décrire ce phénomène. Des zones autrefois instables deviennent des espaces où les activités quotidiennes reprennent sous une forme organisée. Cette lecture modifie la manière de planifier, car l'objectif n'est plus seulement de bâtir vite, mais de bâtir cohérent. Le changement se lit dans les gestes. Des familles plantent des arbres autour des maisons, des bénévoles entretiennent les puits, des jeunes organisent la distribution de l'électricité solaire. Ces initiatives ne sont pas prescrites par l'État, elles émergent d'une appropriation progressive. Le chantier cesse alors d'être un projet piloté et devient un cadre partagé où la communauté prolonge l'effort initial. Ce point médian révèle ainsi l'essentiel. La ville n'est plus une réponse à la crise,
Elle devient un prototype actif de cohésion civile. La question n'est plus de savoir si l'on construit, mais ce que cette construction change durablement dans la manière d'habiter et de décider ensemble. Les effets du projet deviennent pleinement lisibles lorsqu'on les observe à travers quatre groupes distincts: l'État, les entreprises nationales, les habitants réinstallés et l'environnement régional. Chacun absorbe la transformation à son propre rythme, mais l'ensemble dessine une dynamique cohérente qui confirme l'orientation impulsée par Ibrahim Traoré. Pour l'État, l'impact est d'abord institutionnel. Des administrations longtemps perçues comme lointaines retrouvent une légitimité opérationnelle en étant présentes sur le terrain. Ingénieurs, car agents publics et unités du génie agissent dans un même cadre sans dépendre d'intervenants extérieurs. Cette proximité modifie la relation entre décision et exécution. Les habitants identifient à Minon des responsables visibles, accessibles et associés à des résultats concrets. La confiance ne provient pas d'un discours, mais d'un contact répété avec un service public qui construit, entretient et répond. Les entreprises nationales connaissent une revitalisation progressive. Les ateliers de briques, les petites fonderies, les unités solaires et les coopératives de transport fonctionnent à plein régime. Le choix de produire localement favorise la circulation interne de la valeur et limite la fuite des ressources. Des partenariats horizontaux se nouent entre artisans, techniciens et ingénieurs, donnant naissance à un écosystème pragmatique. L'innovation n'est pas théorique. Recyclage du métal, optimisation des mélanges, standardisation des modules. Cette dynamique permet aux PME d'investir dans des capacités durables et de réduire leur dépendance aux fluctuations extérieures. Pour les habitants réinstallés, la conséquence est plus intime mais décisive. Disposer d'une maison, d'une école, d'un point d'eau et d'une activité professionnelle recompose la vie quotidienne. Les jeunes accèdent à des formations par la pratique sur les chantiers. Les femmes occupent une place croissante dans les conseils de quartier. Les anciens deviennent des référents pour les nouvelles familles. Ce tissu relationnel n'est pas imposé. Il se reconstruit par les interactions générées par la proximité et le travail commun. L'idée que chacun est utile renforce une cohésion sociale capable d'absorber, au moins en partie, les traumatismes accumulés. L'impact dépasse enfin les frontières nationales. Des délégations du Mali, du Niger et de la Guinée viennent observer le fonctionnement du modèle. Ces pays, confrontés à des dynamiques similaires de déplacement et de fragilité institutionnelle, y voient une piste pour réduire leur dépendance au financement extérieur. Cette curiosité régionale crée une émulation politique discrète où la souveraineté se conçoit comme un processus partagé plutôt que comme une posture isolée. Ainsi, les conséquences se déploient simultanément sur plusieurs échelles. Elles confirment que la ville de la Renaissance ne se limite pas à une zone reconstruite, mais incarne un changement structurel qui repositionne les habitants, l'État et le pays dans son environnement. Le projet cesse d'être une exception, il devient un point de comparaison. Trois trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir, chacune dépendant du rythme de construction, de la stabilité institutionnelle et de la capacité des habitants à maintenir l'élan communautaire. Ces scénarios ne cherchent pas à prédire l'avenir, mais à cartographier les marges d'évolution d'un modèle désormais observé au-delà du Burkina Faso sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Dans le scénario de base, la cadence actuelle est maintenue. Les 12 000 logements déjà livrés servent de socle opérationnel et la construction se poursuit à un rythme régulier. Les infrastructures essentielles, écoles, cliniques, réseaux d'eau et énergie solaire, se consolident progressivement. La transparence budgétaire reste intacte, les audits périodiques rassurent les habitants et limitent sa rétention.
La gouvernance locale gagne en maturité sans accélération spectaculaire, mais avec une stabilité suffisante pour absorber de nouveaux arrivants. Le modèle s'installe sans expansion rapide, mais sans recul. Dans un scénario plus favorable, l'expérience crée un effet d'entraînement. D'autres provinces adoptent des variantes adaptées du dispositif. Les visites techniques de pays voisins s'intensifient, ouvrant la voie à des coopérations régionales ciblées. Les filières locales se renforcent, la formation par la pratique élargit le vivier de compétences et les échanges interrégionaux augmentent. Dans cette dynamique, la reconstruction cesse d'être perçue comme une exception nationale et devient une référence pour un urbanisme souverain à l'échelle sahélienne. Le scénario défavorable repose sur des contraintes bien identifiées. Une baisse des revenus miniers, des pressions médiatiques hostiles ou une fatigue organisationnelle pourraient ralentir la coordination. La participation citoyenne pourrait s'éroder si les résultats tardent à se matérialiser dans certaines zones. Toutefois, les infrastructures déjà construites jouent un rôle d'amortisseur. Même ralentie, la dynamique ne disparaît pas, car les maisons, écoles et points d'eau ancrent physiquement des acquis difficiles à inverser. Dans les trois cas, un principe demeure constant. La viabilité du modèle dépend moins du volume construit que de la continuité des mécanismes participatifs. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, la question centrale n'est donc pas seulement celle des moyens, mais celle de l'endurance collective et de la capacité à préserver la cohérence initiale. Comprendre la ville de la Renaissance, ce n'est pas seulement analyser une politique publique, c'est interroger la manière dont une communauté réapprend à agir sur son propre avenir. Pour un lecteur extérieur, souvent exposé à des récits de crise et d'urgence, ce projet déplace le regard. Il montre que la reconstruction n'est pas uniquement affaire de budget ou de sommets internationaux, mais aussi de décisions concrètes, prises à proximité du terrain et traduites en gestes quotidiens. Pour ceux qui suivent l'actualité du Sahel à distance, l'expérience oblige à dépasser une vision figée du Burkina Faso et trop souvent réduit à l'insécurité ou à la fragilité institutionnelle. Ici, les transformations sont visibles dans la vie ordinaire. Des marchés rouvrent à proximité des chantiers. Des enfants fréquentent une école construite par leur propre famille. Des réseaux d'entraide se reforment autour de tâches simples. Ces scènes ne relèvent pas de l'exceptionnel. Elles traduisent un retour progressif à une normalité choisie. Le lecteur peut aussi y trouver un miroir partiel. La logique à l'œuvre, organisation collective, valorisation des ressources locales, participation directe, n'est pas réservée à un contexte de crise extrême. Elle interroge la manière dont d'autres communautés, ailleurs, pourraient net mobiliser leurs propres capacités face à des défis différents: logement, emploi, cohésion sociale. Le projet rappelle que l'efficacité ne vient pas toujours de solutions importées, mais souvent de la coordination de ce qui existe déjà. Enfin, cette expérience modifie la relation entre observateur et événement. Elle invite à passer d'une consommation passive de l'information à une compréhension plus engagée. Suivre l'évolution du chantier, c'est accepter de regarder des processus longs, imparfaits, mais porteurs de sens. Ce déplacement du regard est peut-être l'effet le plus durable. Apprendre à reconnaître la valeur des dynamiques locales, même lorsqu'elles se construisent loin des projecteurs. Pour que la dynamique enclenchée se transforme en modèle durable, une feuille de route claire s'impose, structurée autour d'objectifs mesurables et de responsabilités identifiées. L'enjeu n'est pas d'accélérer à tout prix, mais de stabiliser ce qui fonctionne déjà afin d'éviter l'essoufflement organisationnel. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette phase vise à passer d'un chantier réussi à un système reproductible.
La première étape consiste à consolider les 12 000 habitations comme référentiel opérationnel. Des audits techniques et sociaux réguliers doivent être publiés afin de maintenir la transparence et d'identifier les points de fragilité. Il s'agit moins de célébrer les réussites que de documenter précisément les limites pour éviter toute idéalisation qui nuirait à la crédibilité du modèle. La deuxième étape porte sur l'extension contrôlée. De nouvelles zones de construction sont identifiées, mais leur activation dépend de la capacité locale à former des brigades autonomes du génie civil. Chaque brigade dispose d'un plan trimestriel avec des indicateurs simples: avancement, qualité des structures et niveau de participation communautaire. Cette décentralisation progressive réduit la dépendance à une coordination centrale permanente. La troisième étape concerne les ressources. Les ateliers de briques, les unités solaires et les filières de matériaux recyclés sont intégrés dans des partenariats publics et communautaires. L'objectif est de sécuriser l'approvisionnement tout en stimulant l'emploi local. La performance est évaluée selon trois critères: autonomie matérielle, délai de livraison et durabilité des modules produits. Enfin, les conseils de quartier doivent devenir des relais institutionnels pérennes. Leur mandat inclut la formation, la médiation et la gestion des biens communs. Les décisions restent publiques et évaluées selon leur impact sur 6 indicateurs: logement, éducation, santé, emploi, sécurité et cohésion sociale. La progression ne se mesure pas seulement en volume construit, mais en effet concret sur la dignité collective. Lorsque l'on revient vers les personnages du début, l'ancien agriculteur devenu maçon, la femme qui transporte les briques, l'adolescent au bulldozer, le chantier apparaît sous un autre jour. Ce qui avait commencé comme une réponse à l'urgence s'est transformé en trajectoire recomposée. Chacun d'eux n'incarne pas un symbole abstrait, mais une continuité retrouvée. Travailler, transmettre, rester. Leurs gestes répétés, simples et précis, disent davantage que de longs discours sur la reconstruction. Car ces figures montrent que la ville n'est pas seulement un assemblage de murs. Elle est un cadre où des identités se réajustent, où la peur recule au profit d'une utilité reconnue. L'ancien agriculteur aligne les briques avec assurance. La femme corrige un mélange trop sec. L'adolescent guide la machine avec méthode. Rien d'extraordinaire en apparence, et pourtant tout a changé. La stabilité n'est plus promise, elle est pratiquée. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un centre que comme un déclencheur. Le choix politique initial a ouvert un espace, mais ce sont les habitants qui l'occupent et le font durer. La ville devient alors un manifeste silencieux, construit par accumulation de gestes ordinaires. Au crépuscule, quand les toits prennent une teinte dorée, et une certitude s'installe: une communauté qui bâtit ensemble se redéfinit elle-même. Et l'idée qui demeure, c'est celle-ci: la reconstruction commence quand chacun compte. La ville de la Renaissance n'est plus seulement un chantier observé de loin. Elle devient un miroir tendu à tous ceux qui suivent le Sahel à travers des récits souvent fragmentés. Elle montre qu'une communauté peut se rassembler, organiser ses capacités et bâtir un espace où l'avenir cesse d'être une abstraction. Cette expérience ne demande pas l'adhésion immédiate ni l'admiration aveugle. Elle invite plutôt à une attention différente, plus patiente, portée sur les mécanismes concrets qui transforment une crise en processus. Observer ce qui se joue ici, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, c'est accepter de regarder au-delà des annonces et des chiffres isolés. C'est suivre des gestes simples: entretenir un puits, rouvrir un marché, participer à un conseil de quartier, et comprendre comment il recompose une vie collective. Ce déplacement du regard est essentiel
car il redonne une place centrale aux dynamiques locales, souvent absentes des grands récits internationaux. Chacun peut participer à sa manière, en suivant l'évolution du projet, en partageant les enseignements qu'il offre, ou simplement en questionnant ses propres certitudes sur la reconstruction et l'autonomie. Le véritable enjeu n'est pas de conclure trop vite, mais de transmettre ce qui a été compris. Alors, une question demeure, volontairement ouverte: quel futur devienne possible lorsque des communautés cessent d'attendre la permission de reconstruire?